Chapitre 22. Pour la première fois, tous les membres des 30 prirent position sur Eldibar, alors que les nadirs se rassemblaient pour la charge. Serbitar avait prévenu Rek et Drus qu'aujourd'hui serait différent. Pas de bombardement à la baliste, rien que des assauts successifs pour épuiser les défenseurs. Drus avait refusé de prendre une journée de repos, en dépit de toutes les recommandations, et il se tenait au milieu du mur. Autour de lui, les 30 avaient revêtu leurs armures d'acier argenté et leurs capes blanches. Avec eux se trouvait Ogun, tandis que Rek et Virae étaient avec les hommes du groupe Feu à 40 pas sur leur gauche. Orin était resté avec Karnak sur la droite. 5000 hommes attendaient, l'épée à la main, le bouclier bien attaché et le aume baissé. Le ciel était sombre et menaçant. De gros nuages s'accumulaient vers le nord. Au-dessus des murs, un coin de ciel bleu attendait la tempête. Rek sourit tout à coup, car la poésie de l'instant venait de le frapper. Les nadirs commencèrent à avancer en une masse grouillante et bouillonnante, leurs pas rappelant le tonnerre. Drus sauta sur les créneaux qui surplombaient le vide. « Allez, venez, espèce de fils de pute !» gronda-t-il. « Marche-mort vous attend !» Sa voix résonna dans toute la vallée, répercutée par les murs de granit. Au même moment, un éclair déchira le ciel, comme si une fourche s'abattait sur la drosse. Le tonnerre suivit. Le massacre aussi. Comme Serbitar l'avait prévu, les plus féroces attaques eurent lieu au milieu de la ligne de défense. Des sauvages franchissaient les murs par vagues successives, pour mourir sous les coups d'acier des 30. Leur habileté était consommée. Un gourdin en bois ébranla Drus, et un guerrier nadir solidement charpenté lui envoya un coup de hache en direction du crâne. Serbitar bondit en avant pour parer le coup, tandis que Menahem exécutait l'homme d'un coup tranchant à la gorge. Drus, épuisé, trébucha contre un corps à terre et tomba aux pieds de 3 attaquants. Arbedark et Ogun vinrent à son aide alors qu'il essayait de remettre la main sur sa hache. Les nadirs opérèrent une percée sur la droite, ce qui obligea Orin et le groupe Karnak à quitter les remparts, et le combat les poursuivit jusque sur le terrain plat. Les renforts nadirs déboulèrent sur les murs, à présent sans défense. Drus vit le danger tout de suite et poussa un hurlement d'avertissement. Il découpa net 2 hommes qui se trouvaient sur son chemin et courut seul pour combler la brèche. Ogun essaya désespérément de le suivre, mais on lui coupa le chemin. 3 jeunes cals de Karnak rattrapèrent le vieil homme, alors qu'il se taillait à grands coups un passage jusqu'au mur. Mais ils se retrouvèrent vite encerclés. Orin, qui avait perdu son aume et dont le bouclier était fendu, tenait fermement avec ce qui restait de son groupe. Il bloqua le large coup de taille d'un nadir barbu et riposta d'un coup d'estoc au ventre. C'est alors qu'il aperçut Drus. Et il sut au plus profond de lui qu'à moins d'un miracle, il était condamné. « À moi, Karnak !» hurla-t-il, se jetant dans la masse en progression. Derrière lui, Bregan, Gilad et une vingtaine d'autres se précipitèrent, vite rejoints par Barbritan et une escouade de protection des brancardiers. Serbitar et 15 des 30 se hachèrent un chemin le long des murs. Le dernier compagnon de Drus venait de succomber, le crâne brisé, et le vieux guerrier se retrouva seul au milieu du cercle de nadirs qui se refermait. Il se baissa pour éviter un coup d'épée, attrapa l'attaquant par son gilet et lui fracassa le nez d'un coup de tête. La lame d'une épée lui entailla le haut du bras, une autre lacéra le cuir de son gilet, au-dessus de la hanche. Se servant du nadir assommé comme d'un bouclier, Drus recula jusqu'au rempart, mais la lame d'une hache se planta dans le captif et le lui arracha des mains. Ne pouvant aller nulle part, Drus prit appui du pied contre les remparts et plongea dans la masse devant lui. Son poids les emporta, et plusieurs tombèrent à terre avec lui. Comme il avait perdu Snaga dans la chute, il saisit l'un des guerriers par le cou et lui écrasa la trachée. Puis, en maintenant le cadavre contre lui, il attendit le coup fatal. Un coup de pied envoya valdinguer le corps. Drus se jeta sur la jambe qui dépassait et balaya son propriétaire. « Oh là, Drus, c'est moi, Ogun !» Le vieil homme roula sur lui-même et vit Snaga posé sur le sol à quelques mètres de lui.
Il se leva et récupéra sa hache. « Il s'en est fallu de peu !» dit le général de la Légion. « Oui, répondit Drus. Merci, c'est du bon boulot. J'aimerais bien m'en attribuer le mérite, mais il revient à Aurine et aux hommes de Karnak. Ils se sont frayés un chemin jusqu'à vous, je ne sais pas comment. » La pluie avait commencé à tomber, et Drus l'accueillit, levant le visage vers le ciel, la bouche ouverte, les yeux clos. « Ils reviennent !» cria quelqu'un. Drus et Ogun marchèrent jusqu'au rempart et virent les nadirs donner l'assaut. Il devenait difficile de les distinguer à travers la pluie. À sa gauche, Servitar emmenait les 30. Il marchait silencieusement vers Musif. « Mais bon sang, où est-ce qu'ils vont ?» grommela Ogun. « Pas le temps de s'occuper de ça !» grogna Drus. Puis il jura tout bas, tant son épaule le cuisait de nouvelles douleurs. La horde de nadirs chargea. Le tonnerre gronda, et une gigantesque explosion retentit au cœur des rangs nadirs, jetant la confusion. La charge balbutia. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Drus. « Ils ont été frappés par la foudre !» répondit Ogun, en levant son aume et détachant son plastron. « Nous pourrions être les prochains. C'est à cause de tout ce métal !» Une trompette se fit entendre dans le lointain. Et les nadirs retournèrent vers leur tente. Au centre de la plaine, il y avait un vaste cratère cerné de corps carbonisés. De la fumée montait du trou. Drus se retourna et vit les 30 passer par la porte poterne de Musif. « Il le savait !» dit-il doucement. « Mais quelle sorte de gens est-ce donc ?»« Je ne sais pas, » répondit Ogun. « Mais ils se battent comme des diables. Et pour l'instant, c'est tout ce que je demande. »« Il le savait !» répéta Drus en secouant la tête. « Et alors, je me demande ce qu'il pourrait bien savoir d'autre. »« Est-ce que vous pouvez dire la bonne aventure ?» demanda l'homme à Antahem, alors qu'ils étaient tous les deux accroupis avec 5 autres hommes du groupe Feu, sous un toit improvisé. La pluie crépitait sur la toile et gouttait régulièrement sur les pierres en dessous. Le toit, construit à la hâte, était accroché à l'arrière au rempart et maintenu à l'avant par 2 lances placées au coin. En dessous, les hommes s'étaient blottis les uns contre les autres. Ils avaient vu Antahem marcher seul sous la pluie, et l'un d'entre eux, Kal Rabil, l'avait interpellé malgré les remontrances de ses camarades. À présent, il régnait une atmosphère pénible sous l'abri. « Alors vous pouvez ?» demanda Rabil. « Non, » répondit Antahem, ôtant son aume et dénouant ses cheveux. « Je ne suis pas un magicien. Je ne suis qu'un homme comme vous tous. Mon entraînement est différent, c'est tout. »« Mais vous arrivez à parler sans ouvrir la bouche ?» lança un autre homme. « C'est pas naturel !»« Pour moi, ça l'est. »« Est-ce que vous pouvez prévoir le futur ?» demanda un guerrier maigre, faisant le signe protecteur sous sa cape, 2 doigts pointés comme des cornes. « Il y a bien des futurs. Je peux en voir certains, mais je ne sais pas lequel sera le bon. »« Comment peut-il y avoir plusieurs futurs ?» demanda Rabil. « Ce n'est pas un concept facile à expliquer, mais je vais essayer. Demain, un archer tirera une flèche. Si le vent tombe, elle touchera un homme. Si le vent souffle, elle en touchera un autre. Le futur de chacun de ces hommes dépend donc du vent qu'il fera. Je ne peux pas prévoir dans quel sens va souffler le vent demain, car cela aussi dépend de beaucoup de choses. Je peux regarder demain et voir les 2 hommes morts, alors qu'un seul d'entre eux tombera réellement. »« Alors, à quoi ça sert ? Votre talent, je veux dire. » s'enquit Rabil. « Eh bien, voilà une excellente question, et je me la pose depuis des années. »« Est-ce qu'on va mourir demain ?» demanda un autre. « Comment puis-je le savoir ?» répondit Antahem. « Mais au bout du compte, tous les hommes doivent mourir un jour. Le don de vie n'est pas permanent. »« D'après vous, c'est un don, » dit Rabil. « Est-ce que cela implique un donneur ?»« Eh bien, tout à fait. »« Alors, lequel de tous les dieux vénérez-vous ?»« Nous vénérons la source de toute chose. Comment vous sentez-vous après la bataille d'aujourd'hui ?»« Comment ça ?» demanda Rabil, rajustant sa cape plus étroitement sur ses épaules. « Quelles émotions avez-vous ressenties quand les nadirs se sont repliés ?»« C'est difficile à dire. De la force. » Il haussa les épaules. « Une sensation de puissance. Heureux d'être en vie. » Les autres hommes acquiescèrent. « De l'exultation ?»«
proposa Antahem. Oui, je crois. Pourquoi voulez-vous le savoir? Antahem sourit. Nous sommes sur Eldibar, le mur 1. Vous connaissez la signification du mot Eldibar? Ce n'est pas juste un nom? Non, c'est beaucoup plus que ça. Hegel, qui fit construire cette forteresse, a fait graver des noms sur chaque mur. Eldibar veut dire exultation. C'est là qu'on affronte l'ennemi pour la première fois. C'est là qu'on voit qu'il n'est rien d'autre qu'un homme. L'énergie circule dans les veines des défenseurs. L'ennemi recule sous le poids de nos épées et la puissance de nos bras. Comme tous les héros, nous sommes possédés par l'excitation de la bataille et l'appel de notre héritage. Nous exultons. Hegel connaissait le cœur des hommes. Je me demande s'il avait vu le futur. Que veulent dire les autres noms? Antahem haussa les épaules. Je vous le dirai un autre jour. Cela porte malheur de parler de Musif tant que nous sommes sous la protection d'Eldibar. Antahem s'adossa au mur et ferma les yeux, écoutant la pluie et le vent qui hurlait. Musif. Le mur de l'angoisse. Si nous n'avons pas eu la force de tenir Eldibar, songea-t-il, comment pourrions-nous tenir Musif? Nous avons perdu Eldibar, nous allons perdre Musif. La peur nous dévorera les parties génitales. Beaucoup de nos amis seront morts sur Eldibar. Et une dernière fois, nous reverrons en esprit leurs visages joyeux. Nous ne voudrons pas les rejoindre. Musif sera une épreuve. Et nous ne tiendrons pas. Nous nous replierons vers Khania, le mur du nouvel espoir. Nous ne serons pas morts sur Musif, et Khania sera moins grand à défendre. Et puis, de toute façon, ne reste-t-il pas encore 3 murs derrière? Les nadirs ne pourront plus se servir de leurs balistes ici. C'est déjà quelque chose, pas vrai? Et puis, on savait bien depuis le début qu'il nous faudrait abandonner quelques murs, non? Sumitos, le mur du désespoir, suivra. Nous serons fatigués, mortellement épuisés. Nous ne nous battrons plus que par instinct, mécaniquement, mais bien. Il ne restera que les meilleurs d'entre nous pour endiguer la déferlante. Valtteri, le mur 5 et le mur de la sérénité. Nous y admettrons notre propre mortalité. Nous accepterons l'inévitabilité de notre mort et trouverons en nous un courage que nous ne pensions pas avoir. Le moral reviendra et nous serons tous des frères les uns pour les autres. Nous nous serrerons les coudes face à un ennemi commun, bouclier contre bouclier, et nous le ferons souffrir. Le temps passera plus lentement sur ce mur. Nous apprécierons tous nos sens comme si nous les redécouvrions. Les étoiles deviendront des joyaux de beauté, comme si nous ne les avions jamais vus, et l'amitié aura une saveur telle qu'on n'en a jamais goûté. Et puis, finalement, Gédon, le mur de la mort. Je ne verrai pas Gédon, pensa Antahem, et il s'endormit. Des tests? N'arrête pas de nous répéter que le vrai test viendra demain. Combien est-ce qu'on va en subir des tests? Gronda Elikas. Rek leva la main, car le jeune guerrier venait d'interrompre Serbitar. « Calmez-vous, dit-il. Laissez-le finir. Nous n'avons que quelques minutes avant que les doyens n'arrivent. » Elikas lança un regard furieux à Rek, mais après avoir jeté un coup d'œil à Ogun pour qu'il le soutienne, et vu son hochement de tête quasi imperceptible, il s'abstint de tout commentaire. Drus se frotta les yeux et accepta d'Orine un gobelet de vin. « Je suis désolé, » déclara gentiment Serbitar. « Je sais à quel point ce genre de discours est énervant. Cela fait 8 jours maintenant que nous repoussons les nadirs, et il est vrai que je continue à parler de nouveaux tests. Mais voyez-vous, Ulrich est un grand stratège. Regardez son armée. Cette première semaine, nous l'avons saignée à vif sur nos murs. Mais ce ne sont pas ses meilleures troupes. Si nous entraînons nos recrues, il le fait aussi. Il n'est pas pressé. Ces premiers jours n'ont servi qu'à éliminer les plus faibles de ses rangs, car il sait qu'il aura encore de nombreuses batailles à livrer quand il aura pris la Drosse, s'il y arrive. Nous nous sommes bien débrouillés, extrêmement bien même. Mais cela nous a coûté cher. 1400 hommes sont morts, et 400 ne pourront plus jamais se battre. Je vous dis ceci. Demain, ce sont ces vétérans qui viendront. « Et d'où sortez-vous cette information ?» demanda hargneusement Elikas. « Assez, mon garçon !» gronda Drus. « Il suffit de savoir que jusqu'ici, il ne s'est pas trompé. Si jamais ça arrive, alors tu pourras dire ce que tu veux. » « Que suggérez-vous, Serbitar ?»
s'enquit Rek. Donnez-leur le mur, Répondit l'albinos. Quoi? S'exclama Virae. Après tous ces combats et tous ces morts, c'est de la folie. Non pas, madame, déclara Fleischer, qui parlait ici pour la première fois. Tous les yeux se tournèrent vers le jeune archer, qui avait laissé tomber son uniforme habituel de chausse et de tunique verte. À présent, il arborait un pardessus en daim, bordé de nombreuses lanières, un aigle dessiné avec des perles dans le dos. Ses longs cheveux blonds étaient maintenus par un bandeau en peau de daim, et à son côté, il y avait une dague en argent avec un manche d'ébène taillé en forme de faucon, et dont les ailes déployées faisaient office de garde. Il se leva. Ça m'a l'air raisonnable. Nous savions tous que des murs devaient tomber. Eldibar est le plus long de tous, et par conséquent le plus dur à défendre. Nous sommes trop éparpillés. Sur Musif, on aurait besoin de moins d'hommes, et donc on en perdrait moins. Et puis, il y a le terrain vague entre les deux murs. Mes archers pourraient faire un massacre sans précédent sur les vétérans d'Ulric, avant même que le premier coup ne soit porté. Il y a une autre raison, ajouta Rek, et non moins importante. Tôt ou tard, nous serons chassés de ce mur. Et malgré les fosses enflammées, nos pertes seront énormes pendant le repli. Si nous nous retirons pendant la nuit, des vies seront épargnées. Et n'oublions pas le moral, Fit remarquer Ogun. La perte d'un mur fera du tort à la Drosse. Par contre, si nous l'abandonnons pour une question de repli stratégique, nous retournons la situation à notre avantage. Et vous, Orin, que pensez-vous de tout ça? Demanda Rek. Nous avons 5 heures devant nous. Mettons-nous au travail, Répondit Logan. Rek se tourna vers Drus. Et toi? Le vieil homme haussa les épaules. Ça m'a l'air bien, déclara-t-il. Alors voilà qui est réglé, dit Rek. Je vous laisse organiser le repli. Je dois, quant à moi, recevoir le conseil. Le retrait silencieux dura toute la nuit. Les blessés étaient transportés sur des brancards, les fournitures médicales empilées sur des carrioles, et les affaires personnelles empaquetées rapidement dans des sacs militaires. Cela faisait longtemps que les grands blessés avaient été évacués vers l'hôpital de campagne de Musif, et les casernes d'Eldibar n'avaient finalement que très peu servi depuis le début du siège. Quand les premières lueurs spectrales de l'aube apparurent, les derniers hommes passaient les portes poternes de Musif et escaladaient les longs escaliers tortueux jusqu'au rempart. Ils se mirent aussitôt à pousser des rochers et des débris dans les escaliers pour en boucher l'entrée. Les hommes peinaient de plus en plus avec la montée du jour. Finalement, des sacs de mortier furent déversés sur les gravats, et les interstices furent bouchés. D'autres hommes munis de seaux arrosaient le tout d'eau. « Dans un jour, déclara Marik le constructeur, cette masse sera quasiment inamovible. »« Rien n'est inamovible, » dit son compagnon, « mais ça leur prendra des semaines pour creuser un passage. Et même alors, ces escaliers ont été conçus pour être défendables. »« D'une manière ou d'une autre, je ne serai pas là pour le voir, » annonça Marik. « Je pars aujourd'hui. »« Tu es indéniablement en avance, » répliqua son ami. « Marissa et moi projetons de partir aujourd'hui, mais pas avant la chute du 4e mur. Premier mur, 4e mur, quelle différence. Ça me donnera davantage de temps pour mettre de la distance entre cette guerre et moi. On a besoin de constructeurs en Ventria, et leur armée est suffisamment forte pour résister aux nadirs pendant des années. Peut-être bien, mais je vais attendre encore un peu. N'attends pas trop longtemps, mon ami, rétorqua Marik. Pendant ce temps, à la forteresse, Rek était allongé. Il regardait les décorations au plafond. Le lit était confortable. Virae, nu, était niché contre lui, la tête posée sur son épaule. La réunion s'était achevée 2 heures auparavant, et Rek n'arrivait toujours pas à dormir. Sa tête fourmillait de plans, de ripostes, et de la myriade de problèmes qui échoyaient à une cité assiégée. La discussion avait été pleine d'acrimonie, et coincer n'importe lequel de ces politiciens était aussi compliqué que d'enfiler une aiguille sous l'eau. Le consensus général était que Delnoch devait se rendre. Seul l'Entrian Rougeau, Malphar, avait soutenu Rek. Le serpent huileux, Chinel, avait proposé de conduire personnellement la délégation chez Ulric. Et que dire de Beric, qui s'estimait, lui, être le jouet du destin parce qu'il y avait eu des seigneurs de Delnoch dans sa lignée, mais avait perdu toute prétention au titre de noblesse parce qu'il était le cadet. Il y avait beaucoup d'amertume en lui. L'échevin Bagda n'avait pas dit grand-chose, mais chaque mot qu'il avait prononcé avait été acide. « Vous essayez de vider la mer avec un seau percé !» Rek avait eu du mal à garder son sang-froid. Il n'avait pas vu un seul d'entre eux se tenir sur les remparts, l'épée à la main, et il ne viendrait pas.
Horeb avait une expression qui qualifiait parfaitement ces hommes. Quel que soit le bouillon, le dépôt remonte toujours à la surface. Il les avait remerciés pour leurs conseils et accepté un nouveau rendez-vous dans 5 jours pour leur donner sa réponse. À côté de lui, Virae s'étira. Elle repoussa le couvre-lit, dévoilant un sein rond. Rek sourit pour la première fois depuis des jours et se mit à penser à autre chose que la guerre. Flécheurs et un millier d'archers se tenaient sur les remparts d'Eldibar, regardant les nadirs se rassembler pour la charge. Les flèches étaient à peine encochées, et les chapeaux étaient inclinés de telle manière que l'œil droit reste à l'ombre du soleil montant. La horde hurla sa haine et bondit en avant. Flécheur attendit. Il lécha ses lèvres sèches. « Maintenant !» cria-t-il, tirant doucement sur la corde jusqu'à ce qu'elle vienne toucher sa joue. La flèche sauta librement dans l'air, suivie d'un millier d'autres, pour se perdre dans la masse déferlante en bas. Encore et encore, ils décochèrent leurs flèches, jusqu'à ce que leurs carquois fussent vides. Finalement, Caessa sauta sur les remparts et tira sa dernière flèche directement sur un homme qui poussait une échelle contre le mur. La pointe entra par le haut de son épaule à travers son gilet de cuir, transperçant le poumon, pour finalement ressortir par le ventre. Il tomba sans un mot. Les grappins de fer vinrent racler les remparts. « En arrière !» cria Flécheur, et il courut à travers tout le terrain vague, passa sur le pont au-dessus du fossé rempli de buissons imbibés d'huile. Des cordes furent jetées, et les archers escaladèrent rapidement le mur. Pendant ce temps, sur Eldibar, les premiers nadirs avaient atteint les murs. Un long moment, ils grouillèrent là dans la confusion la plus totale. Puis ils aperçurent les archers qui couraient se mettre à l'abri. En quelques minutes, plusieurs milliers d'hommes des tribus étaient arrivés. Ils hissèrent leurs échelles sur Eldibar et se dirigèrent vers Musif. C'est alors que les flèches enflammées traversèrent le ciel au-dessus du terrain vague, pour atterrir dans le fossé où se trouvaient les buissons couverts d'huile. Instantanément, une épaisse fumée monta du fossé, suivie très vite par des flammes de 2 fois la taille d'un homme. Les nadirs reculèrent, les Drenaï applaudirent. Pendant près d'1 heure, les buissons se consumèrent, et les 4000 guerriers qui défendaient Musif purent se reposer. Certains étaient allongés en groupe dans l'herbe, d'autres se baladaient de messe en messe pour un deuxième petit déjeuner. La plupart étaient assis dans l'ombre des tours. Drus se promenait au milieu des hommes, échangeant des blagues à droite à gauche, acceptant un morceau de pain noir d'un gars, une orange d'un autre. Il vit Rek et Virae assis seuls sur une colline à l'est, et flâna jusqu'à eux. « Jusqu'ici, ça va ?» déclara-t-il, laissant glisser son imposante carrure dans l'herbe. « Ils ne savent pas trop quoi faire à présent. Leurs ordres étaient de prendre le mur, et voilà, ils l'ont fait. » « Que va-t-il se passer maintenant d'après toi » demanda Rek. « Le patron en personne, » répondit Drus. « Il va venir, et il voudra parler. » « Devrais-je descendre » s'enquit Rek. « Mieux vaut que ce soit moi. Les nadirs me connaissent. Marche-mort. Je fais partie de leur légende. Ils croient que je suis un ancien dieu de la mort qui arpente le monde. » « Je me demande s'ils ont tort, » dit Rek en souriant. « Peut-être que non. Je n'ai jamais voulu tout ça, tu sais. Tout ce que je voulais, c'était récupérer ma femme. Si seulement les esclavagistes ne l'avaient pas emmenée, je serais devenu fermier. Ça, j'en suis sûr. Même si Rowena en a toujours douté. Il y a des jours où je n'aime pas beaucoup ce que je suis. » « Je suis désolé, Drus, c'était une plaisanterie. » s'excusa Rek. « Je ne te considère pas comme un dieu de la mort. Tu es un homme et un guerrier. Mais avant tout, tu es un homme. » « Ce n'est pas à cause de toi, mon garçon. Tes mots ne sont que l'écho de choses que je ressens déjà. Je vais bientôt mourir. Ici, dans cette drosse. Et qu'aurais-je accompli dans ma vie? Je n'ai ni fils ni fille. Pas de parents en vie. Peu d'amis. Ils diront, ici repose Drus. Il a pris la vie de beaucoup d'hommes, mais ne l'a jamais donnée. » « Ils diront bien plus que ça, » dit soudainement Virae. « Ils diront, ici repose Drus la légende, qui ne fut jamais mauvais ou cruel gratuitement. Voilà un homme qui ne s'est jamais rendu, qui n'a jamais compromis ses idéaux, jamais trahi un ami, jamais déshonoré une femme.
et qui n'a jamais abusé de sa force contre les faibles. Ils diront, il n'avait pas de fils, mais plus d'une femme dormait tranquillement avec son bébé, sachant que Drus était du côté des Drenailles. Ils diront beaucoup de choses, Barbe Blanche. Dans des générations, ils les diront encore, et des hommes fragiles trouveront une force nouvelle en les entendant. Ce serait agréable, fit le vieil homme en souriant. La matinée passa, et la drosse brillait sous le chaud soleil. Un des soldats sortit une flûte et commença à jouer une mélodie printanière bien cadencée, qui résonna jusque dans la vallée. C'était une chanson de joie, dans une période de mort. À midi, Rek et Drus furent convoqués sur les remparts. Les nadirs s'étaient repliés sur Eldibar, mais au centre du terrain vague, un homme était assis sur un grand tapis pourpre. Il mangeait un repas composé de dattes et de fromage, et buvait du vin dans un gobelet en or. Derrière lui, l'étendard à tête de loup était planté dans le sol. « On peut dire qu'il a du style », déclara Rek avec admiration. « Je ferais bien de descendre avant qu'il n'ait fini de manger, » annonça Drus. « Plus nous attendrons et plus nous perdrons la face. »« Sois prudent, » le supplia Rek. « Ils ne sont que quelques milliers, » répondit Drus avec un clin d'œil. Une main après l'autre, il descendit le long du mur jusqu'au terrain d'Eldibar et se dirigea vers le repas. « Je suis un étranger dans votre camp, » dit-il. L'homme leva la tête. Son visage était large et bien découpé, avec une solide mâchoire. Ses yeux étaient bridés et violets, enfoncés sous des sourcils sombres. C'étaient les yeux de quelqu'un de puissant. « Bienvenue, étranger. Mange donc, » répondit l'homme. Drus s'assit, jambes croisées, face à lui. Lentement, l'homme retira son plastron noir en cuir laqué et le déposa précautionneusement à côté de lui. Puis il retira ses jambières noires et ses bracelets de protection en cuir. Drus remarqua la puissante musculature de ses bras et ses mouvements presque félins. « Un guerrier né, » songea le vieil homme. « Je suis Ulrich, des têtes de loup. Je suis Drus de la hache. Heureuse rencontre. Mange. » Drus prit une poignée de dattes sur le plateau en argent devant lui et mâcha lentement. Il enchaîna avec du fromage de chèvre et le fit descendre avec une grande gorgée de vin rouge. Il haussa les sourcils. « Du Lentrian rouge, » dit Ulrich. « Sans poison. » Drus fit un large sourire. « Je suis dur à tuer. C'est un talent. Tu t'en es bien sorti. Je suis heureux pour toi. Je suis désolé pour votre fils. Je n'ai pas de fils, mais je sais que c'est dur pour un homme de perdre quelqu'un qu'il aime. Ce fut un coup très dur. » acquiesça Ulrich. « C'était un bon garçon. Mais c'est la vie, et elle est cruelle, pas vrai? Un homme doit dépasser sa douleur. » Drus resta silencieux et se resservit de dattes. « Tu es un grand homme, Drus. Je suis navré que tu doives mourir ici. Oui, ça doit être agréable de pouvoir vivre éternellement. Quoique, je commence à me faire vieux. Certains de vos hommes ont bien failli m'avoir. C'est très gênant. Il y a une récompense pour l'homme qui te tuera. 100 chevaux, à choisir dans mon écurie personnelle. Comment est-ce qu'un homme peut vous prouver qu'il m'a bien tué? Il doit m'amener ta tête et 2 témoins qui auront vu le coup. Ne faites pas passer cette information chez mes hommes. Ils le feraient pour 50 chevaux. Je ne crois pas. Tu t'es bien débrouillé. Comment cela se passe-t-il pour le nouveau comte? Il aurait préféré un accueil moins animé. Mais je crois qu'il prend du bon temps. Il se bat bien. Comme vous tous. Toutefois, ce ne sera pas suffisant. Nous verrons bien, répondit Drus. Ces dattes sont délicieuses. Est-ce que tu crois pouvoir m'arrêter? Réponds-moi franchement, Marchemort. J'aurais tant voulu vous servir, déclara Drus. Ça fait des années que je vous admire. J'ai servi bien des rois. Certains étaient faibles, d'autres pleins de bonne volonté. Nombre d'entre eux étaient bons, mais vous portez les stigmates de la grandeur. Je pense que vous finirez par obtenir ce que vous voulez au bout du compte. Mais pas tant que je serai en vie. Tu ne vivras pas longtemps, Drus.
annonça gentiment Ulrich. Nous avons un chaman qui sait ce genre de choses. Il m'a confié qu'il t'avait vu te dresser sur les portes du mur 4. Sumitos, je crois que c'est comme cela que vous l'appelez. Et le crâne grimaçant de la mort flottait sur tes épaules. Là où je me trouve, la mort ne flotte jamais bien loin, Ulrich. Je suis celui qui marche avec la mort. Ton chaman ne connaît même pas ses propres légendes. Je choisirais peut-être de mourir à Sumitos, tout comme je choisirais peut-être de mourir à Musif. Mais où que je décide de mourir, sachez ceci. Tandis que je marcherai dans la vallée des ombres, j'emmènerai avec moi un petit paquet de nadirs pour me tenir compagnie sur la route. Et ils seront fiers de marcher à tes côtés. Va en paix.